Bonsoir et bienvenue pour cette rencontre Quantum Way. Je suis Florence Bernard et je suis très heureuse de passer cette heure, peut-être un peu plus, en votre compagnie avec notre invitée très spéciale, Trudy Goodman. Et bienvenue pour cette rencontre Quantum Way. Je suis Florence Bernard et je suis très heureuse de passer cette heure avec vous et avec notre invitée toute spéciale, Trudy Goodman. Alors, nous avons lancé ces rencontres Quantum Way il y a environ un an et notre idée, c'était de donner au public, à un grand public francophone, l'accès à des personnes inspirantes dans les domaines de la psychothérapie, du développement personnel et de la pleine conscience. Et Trudy Goodman fait vraiment partie de ces figures inspirantes que nous avions vraiment envie de vous faire rencontrer. Trudy Goodman est enseignante Vipassana et a fondé l'Institut Insight LA. Elle est formée dans deux disciplines, la méditation et la psychothérapie. Elle a pratiqué pendant 25 ans la psychothérapie basée sur la pleine conscience avec des enfants, des adolescents, des couples et des individus. C'est une des toutes premières enseignantes qui a été formée à la réduction du stress par la pleine conscience par le fondateur de cette approche, Jon Kabat-Zinn. Et depuis 1974, voilà ce que j'ai trouvé sur votre site, Trudy. Vous avez consacré une grande partie de votre vie à la pratique de la méditation bouddhiste en compagnie de votre mari, Jack Kornfield. Vous êtes certainement nombreux à le connaître. Et Trudy, vous animez des retraites et des ateliers dans le monde entier et actuellement, pour la plupart, sur Zoom. Vous êtes beaucoup parmi nos auditeurs à avoir découvert Trudy Goodman pendant notre dernier congrès consacré à la pleine conscience et à la méditation. Et pendant que je suis sur le sujet, je voulais vous dire que nous avons ce soir une offre très spéciale pour vous qui sera disponible uniquement pendant 48 heures. C'est le dernier congrès, celui de décembre, avec toutes les rediffusions, avec tous les bonus. Il y a la participation de Trudy Goodman, de David Treleaven, d'autres enseignants de pleine conscience, de Jack Kornfield aussi, et nous le proposons au prix plancher de 50 € plutôt que 197 €, que vous nous écoutiez aujourd'hui ou que vous écoutiez cette vidéo en rediffusion. Donc Mehdi va vous mettre le lien pour cette offre spéciale ce soir, où je vais le mettre d'ailleurs moi-même puisque j'avais préparé cela pour vous. Donc le congrès de décembre pour 50 € au lieu de 197 €. Voilà le lien. Alors, cela étant dit, bienvenue Trudy et un très grand merci d'être avec nous aujourd'hui, ce soir. Ça dépend si c'est le soir ou la journée, suivant où se trouvent les gens dans le monde. Pour vous, c'est la journée, pour nous, c'est le soir en France. C'est très, très chouette de vous avoir avec nous. Merci, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là. Est-ce qu'il y a des gens des participants parmi vous qui parlent anglais ou tout le monde est-il francophone et écoute-t-il le canal d'interprétation? Je vous pose la question parce que, en fait, si je parle en français, ça veut dire que je vais... En fait, il y a les deux. Par exemple, j'ai reçu des questions en anglais et des questions en français. La plupart des gens sont francophones, cela dit, mais il y aura certainement aussi des anglophones ou des francophones qui souhaiteront vous écouter en anglais. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez tenter de parler un petit peu en français de temps en temps. Très bien. Je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous toutes et vous tous. J'aime beaucoup le français, j'aime beaucoup la France. Et j'ai étudié d'ailleurs en France quand j'étais adolescente, en quatrième, en troisième. J'ai aussi fait un propédeutique et tout cela, je l'ai fait en français parce que mon père a travaillé à l'Institut Pasteur pendant un moment. Et c'est là d'ailleurs que j'ai rencontré, c'est de cette façon-là que j'ai rencontré Jon Kabat-Zinn. Son père et mon père travaillaient ensemble à l'Institut Pasteur. Et laissez-moi vous raconter cette histoire brièvement. Un dimanche après-midi, j'avais 14 ans à l'époque et mes parents m'ont dit: «Nous allons aller rendre visite à une famille américaine» et donc, en fait,
Moi, j'étais très malheureuse de devoir, passer ce moment, dans la voiture avec ma sœur et mes parents. J'avais pas du tout envie d'y aller. Je me souviens que j'ai boudé dans la voiture. Est-ce que je dois m'arrêter ou est-ce que l'interprète va traduire pendant que je parle? Non, non, ne vous inquiétez pas, elle vous traduit en simultané. Ne vous faites pas de soucis à ce sujet. D'accord, donc je boudais dans la voiture, je fixais, le dehors en étant vraiment très malheureuse, en allant rendre visite à cette famille et nous sommes arrivés chez eux et je savais que je devrais être polie, rencontrer ses parents et j'ai vu de l'autre côté de la salle un jeune garçon assis qui était tellement mignon, tellement beau et je me suis dit: «Tiens, peut-être que cette visite, elle s'annonce pas si mal après tout». Et John et moi sommes devenus vraiment de très bons amis cette année-là, parce que nous suivions tous 2 le lycée français et nous pouvions partager au sujet de nos études et en fait, nous sommes vraiment des amis d'enfance avec John Kabat-Zinn et en fait, je dirais que dans un sens, je n'ai que 2 amis avec qui je suis restée continuellement en contact depuis mon adolescence et il en fait partie. Et c'est vraiment une coïncidence en réalité que nous avons tous 2 consacré notre vie à cette pratique de la pleine conscience, de la compassion, en commençant par la méditation bouddhiste et ensuite, majoritairement grâce au travail de John, nous avons pu intégrer cela à des approches plus élargies pour des personnes qui n'ont pas vraiment envie de devenir bouddhistes, mais qui ont envie d'adopter ces attitudes et de développer ces compétences de méditation et de pleine conscience. Voilà, donc je suis avec vous à Los Angeles, il fait beau, il fait soleil, il est autour de midi et nous sommes ensemble et c'est assez magique. En effet, bienvenue en France, bienvenue en Suisse, bienvenue en Belgique, bienvenue au Québec, bienvenue en Afrique. Il y a aussi des gens d'Afrique qui nous rejoignent. Certains disent qu'ils ont de la peine à entendre la traduction française. Alors, ces personnes-là peuvent désactiver le son originel. Donc, le son original, pardon. Donc, si vous avez de la peine à entendre le français, quand vous cliquez sur interprétation, vous avez la possibilité de couper l'audio original. Donc, sélectionnez s'il vous plaît cette option. De cette façon-là, vous entendrez mieux le français. Très bien. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de pleine conscience et du cœur et de l'esprit. Et j'ai reçu plus de 120 questions pour la séance de ce soir. Donc ça fait vraiment beaucoup. Il semblerait que les gens soient très intéressés par ce que vous avez à dire au sujet de cette thématique et de ce que nous traversons en cette période de pandémie. C'est une épreuve difficile pour la plupart des gens, n'est-ce pas? Tout à fait. Et j'ai cru comprendre que vous aviez de nouvelles mesures qui étaient mises en place en France. J'ai lu des articles à ce sujet et en fait, il paraît que vous pouvez encore aller chez le coiffeur ou de nouveau aller chez le coiffeur, je ne sais pas exactement. Donc voilà, ça c'est déjà pas mal, mais je suis je regrette vraiment ce que vous avez à traverser. Alors, qu'avez-vous à nous dire à ce sujet? Parce que la plupart des questions que nous ont posées les participants, sont liées à comment pouvons-nous, en cette période, gérer notre colère, notre rancœur, notre ressentiment, notre anxiété, notre frustration, notre solitude, toutes ces émotions que nous, subissons ou que nous expérimentons pendant cette période. En effet, ceci est un moment où le monde entier, tout le monde, en fait, est invité à être avec lui-même, avec elle-même, d'une façon inédite jusqu'ici. Nous avons d'habitude tellement de choses qui nous permettent de nous distraire, ou de faire. On peut le faire physiquement, être avec des amis, partager des repas ensemble, côtoyer des gens. Et donc, bien évidemment, dans notre vie entière, jamais nous n'avons vécu un moment où ces plaisirs et ces nécessités, en réalité, ces nécessités d'être dans la communication, la communion, l'amour, le partage, tout cela nous est enlevé pour l'instant. Et c'est donc tellement difficile de vivre cela. Et en fait, cela
oblige tout le monde à se confronter à lui-même. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais ce que j'ai remarqué, c'est que nos systèmes scolaires nous ont jamais enseigné à être avec nous-mêmes, à travailler sur nos émotions vraiment difficiles quand elles apparaissent, de façon à se permettre à soi-même de vivre l'émotion, ce qui est nécessaire. Nous devons être loyaux envers nous-mêmes. Si je suis en colère, cela ne m'aiderait pas de me regarder dans le miroir en disant: «Je suis heureuse, je suis heureuse, je suis heureuse» ou «Je suis heureux, je suis heureux», parce qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Cela n'est qu'une fabrication mentale. Je sais que certaines personnes trouvent utiles les affirmations positives, tant mieux, mais pour moi, j'ai l'impression que cela n'est pas harmonisé, n'est pas en accord avec mon réel état. Et c'est là que la pleine conscience peut nous aider. Parce que quand nous remarquons où nous en sommes, comment nous allons en vrai, et quand nous avons le courage de nous dire à nous-mêmes la vérité de où nous en sommes en vrai, c'est ça, en fait, c'est la définition ou une des définitions de la pleine conscience. C'est l'honnêteté, la transparence, la franchise, pouvoir voir clairement ce qui est là et ensuite être honnête par rapport à ce qu'on est en train de voir. Et c'est vraiment très difficile de se mettre face à soi-même sans distraction. Et là, c'est comme si actuellement tout le monde était forcé à être dans une retraite de méditation, mais sans l'enseignement. Et c'est ça qui fait que c'est difficile. Donc, en pleine conscience, on peut remarquer ce qu'on ressentit, ce qu'on ressent, et on peut se dire la vérité au sujet de ses émotions. On peut se dire, par exemple, je me sens très en colère ou plein ou pleine de haine actuellement, ou je suis tellement triste, tellement désespérée, tellement déprimée. Peut-être, même si peut-être jusqu'ici vous n'aviez jamais eu ce genre de sentiment dépressif. Donc, avec la pleine conscience, nous remarquons les choses juste telles qu'elles sont, ce que nous éprouvons, quelle que soit l'émotion en jeu, et nous bien sûr, travailler avec les émotions heureuses et de bonheur, c'est assez facile parce que ça ne nous embête pas de nous sentir joyeux, reconnaissants, etc. Alors que quand nous sommes dans la souffrance, quand nous éprouvons des émotions difficiles, ce qu'il faut faire, c'est avant tout reconnaître comment on se sent, le voir, le remarquer et se dire à soi-même la vérité au sujet de son état, avoir l'humilité de reconnaître ce qui se passe en nous et ensuite, et cela va vous sembler peut-être contre-intuitif, après cela, il s'agit d'être capable d'autoriser cette émotion à être là, juste la permettre. Parce que vous savez quoi? Elle est déjà là, cette émotion. Et donc, quand on lui permet d'être là sans y résister, cela demande déjà beaucoup de courage. Quand on lui permet d'être là, c'est à ce moment-là que les enseignements issus des traditions méditatives sont vraiment aidants et utiles, parce qu'ils nous apprennent à observer ce que fait le mental quand il est sous l'emprise d'une certaine émotion, par exemple. Et plutôt que d'aller voir toutes ces pensées, ces histoires, ces souvenirs, tous ces récits, toute l'intensité qui a été générée par l'émotion, ainsi que la résistance, par exemple, par rapport aux mesures de santé publique, ou bien ce désespoir par rapport à combien de temps ça va encore durer, tout ça, plutôt que d'entrer dans tout ça, tout cela est en cours, on n'essaye pas de le faire cesser, mais on va écouter son corps et on va remarquer c'est comment dans mon corps quand je suis furieux, furieuse, quand je suis plein ou pleine de rage, à quel endroit je sens cela dans mon corps, vous savez? Et donc, bien sûr, pour l'instant, ça n'a rien changé, mais attendez, on n'a pas terminé. Essayez de le faire maintenant. Sentez maintenant quelle est l'émotion que vous éprouvez. C'est comment dans vos mains. Par exemple, moi, dans mes mains, elles se serrent quand je suis en colère. Je sens aussi la colère dans ma poitrine. Il y a une chaleur, pardon. Et si je suis dans la solitude et si par exemple vous n'êtes pas dans une relation de couple et vous êtes seul dans cette pandémie, vous aurez des sentiments de solitude, d'aspiration à être avec quelqu'un, de tristesse. Et demandez-vous où est-ce que je sens cela dans mon corps. La raison pour laquelle on localise le ressenti dans son corps, c'est que cela va couper l'élan de pensée, l'élan mental. Et ce qui nous reste, c'est le simple fait de voilà comment sont les choses pour moi dans mon corps en ce moment. Et ensuite, on peut se relayer à tous les êtres humains qui se sont déjà une fois sentis pleins de colère, pleins de haine
ou de désespoir, ou de chagrin insondable, ou dans un sentiment de deuil à cause de la perte d'un proche, toutes ces émotions difficiles et pénibles. Plutôt que de rester isolé et seul avec ce sentiment, on crée un pont qui nous relie avec le reste de l'humanité. Et même si le sentiment ne partira peut-être pas immédiatement, plus on peut l'accepter et plus on peut créer d'espace autour du sentiment, plus il pourra changer rapidement. Depuis, dans toutes les années où j'ai fait de la psychothérapie, une des choses qui m'a toujours surprise, parce que cela va à l'encontre du bon sens, c'est que quand les gens viennent en thérapie et qu'ils veulent vraiment changer quelque chose qu'ils détestent à leur sujet, on pourrait se dire que c'est que ce serait assez facile de lâcher cette chose pour ces gens. Mais en réalité, ce n'est pas. C'est seulement quand on peut commencer à voir ce qu'on n'apprécie pas, par exemple, en soi, qu'on arrive à le voir à travers la compassion et avec un petit peu de tendresse. C'est seulement quand on arrive à voir que, waouh, ça c'est quelque chose qui m'accompagne depuis très longtemps. Waouh, j'ai beaucoup souffert en lien avec ça. Ah, vous voyez, avoir ce soupir de soulagement et plutôt que de le détester, de vouloir le combattre, laisser cela être là, c'est comme si cela permettait à la chose de nous traverser enfin. Parce qu'en réalité, tout est constamment en train de changer. C'est nous qui devenons figés et fixés sur les choses. Bah, parce que quand quelque chose est vraiment important pour nous, on essaye de le figer et on le fixe. Et de cette façon-là, la chose reste avec nous plus longtemps. Donc peut-être que vous aurez l'impression que ça va rien changer pour vous sur le moment, mais l'effet que cela a, c'est de desserrer la situation, de l'adoucir, de lui apporter de la fluidité. Et de cette façon-là, les émotions et les pensées qui sont tellement douloureuses peuvent circuler et traverser. Si vous avez déjà pratiqué la méditation, vous avez appris à observer ce qui se passe plutôt que de s'identifier complètement à ce qui se passe. C'est comme créer un petit peu d'espace entre le crâne et le cerveau. Bien sûr, cet espace n'existe pas vraiment, mais c'est comme si on crée cet espace. Donc, en anglais, parfois, on utilise un acronyme, cela depuis déjà des décennies, dans la méditation, dans les cercles de méditation vipassana, c'est cet acronyme RAIN. Et le R veut dire reconnaître, donc recognize, reconnaître, la même majuscule. A veut dire permettre ou reconnaître ou autoriser. Le I veut dire s'intéresser à, développer un intérêt pour devenir curieux au sujet d'eux. Et ça aussi, c'est contre-intuitif. Quand on ressent quelque chose de difficile, on veut s'en détourner. Cela est programmé, configuré cérébralement, mentalement, dans notre cerveau en tant qu'être humain. On a vraiment envie de se détourner de ces émotions difficiles. Et cela est utile pour notre survie. Mais là, on tourne son attention vers ce sentiment et on s'intéresse à lui. C'est comment dans mon corps quand je sens ça? Quel genre d'histoire y a-t-il dans ma tête quand mon cœur est tout triste comme il l'est aujourd'hui? C'est vraiment la curiosité et l'intérêt que représente ce «i», cet intérêt pour une chose dont on se détournerait d'habitude. Et ensuite, le «n» signifie nourrir, apporter des soins nourriciers, c'est-à-dire apporter de la tendresse, de la bienveillance et de la compassion et de l'amour et de l'autocompassion vis-à-vis du moment qu'on est en train de vivre. Et cela nous aide à éviter de nous suridentifier à ce qu'on ressentit, à ce qu'on ressent. Et la dernière chose que j'aimerais dire avant de passer à la question suivante, Florence, c'est qu'il y a un psychologue américain appelé Richard Schwartz qui a créé un système thérapeutique intitulé IFS, Système familiaux intérieur. Et donc, ça donnerait SFI, mais on appelle cela en français aussi l'IFS, Inner Family System. Oui, nous disons en effet IFS, oui, d'accord. Et donc, l'IFS est vraiment très aidant ici parce que nous pouvons ainsi comprendre qu'une partie de nous est triste, une partie de nous est furieuse, une partie de nous est frustrée, une autre partie se sent seule, une autre partie est pleine de désirs et ne peut pas passer encore une journée sans sexualité. Une partie de nous est très calme, une partie de nous est très mûre, une partie de nous est compatissante. Donc, quand on peut comprendre qu'on a des parties
en très bonne santé, des parties un peu folles, des parties très aimantes. Nous soulage parce qu'on peut voir défiler ces parties à travers notre conscience et on n'a plus besoin de se sentir mal par rapport au fait qu'on est toutes ces différentes choses ou se dire que on n'est que cette personne triste ou que cette personne déprimée ou que cette personne qui a terriblement envie de sexe. Donc on a simplement ces parties différentes et moi je trouve que c'est vraiment très compatissant de me considérer moi-même ainsi et d'aider les autres à voir que c'est tout à fait OK d'être exactement comme on est. Parce que ça dure un moment, peut-être que c'est plusieurs moments, peut-être que c'est plusieurs jours, mais ça n'en reste pas moins qu'une partie de qui on est en réalité en entier. Merci d'avoir mentionné l'IFS. Certains participants savent que je suis une grande, je suis très fan de l'IFS et nous aurons d'ailleurs Richard Schwartz dans notre prochain sommet en avril. Il commence le 21 avril et pendant 6 jours, il va durer et Richard Schwartz fait partie de nos intervenants principaux lors de ce congrès. Donc, il va parler d'IFS et de l'IFS et du traumatisme. C'est un très, très gentil monsieur, vraiment très, 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 très chouette. En fait, j'aime bien les enseignants qui pratiquent ce qu'ils enseignent. Vous savez, si l'enseignant incarne vraiment ce qu'il enseigne, ça, c'est vraiment très important pour moi. Parce qu'on peut être très brillant et ensuite se comporter comme un malotru à la maison. Alors que Richard Schwartz, c'est vraiment un très, très chouette homme. C'est vrai, en effet. Et nous aurons aussi Sis Sykes, qui est une autre thérapeute IFS et qui va également parler de traumatisme et d'IFS. Voilà, nous avons vraiment inclus pas mal de l'approche IFS dans le congrès. Donc merci d'avoir mentionné cela. J'ai quelques autres questions. Alors, parmi les questions que j'ai reçues, vous avez dit une fois que pour beaucoup de gens, c'est assez difficile de... Quand vous dites on revient à ce qu'on ressent en soi, ce qu'on éprouve dans son corps. Et il y a quelqu'un qui nous a demandé, et si, et si je n'arrive pas à visualiser ce qui se passe en moi, ou si je n'ai pas vraiment de sensations corporelles, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous avez une idée à ce sujet? Oui. Alors, avant tout, je... Et cela est aussi vrai dans le programme MBSR de réduction du stress par la pleine conscience. L'absence de sensation ou l'engourdissement est considéré comme une sensation. La sensation du rien, où j'arrive pas à me relier à mon corps, où je sens rien, cela compte comme une sensation, parce que cela est en réalité très courant. Une fois encore, dans tout notre conditionnement scolaire et universitaire et lié aux études, tout cela se consacre avant tout sur la tête. Nous n'apprenons pas à avoir la conscience corporelle de nos sensations physiologiques. Et donc, cela nous demande une certaine pratique pour pouvoir nous mettre à l'écoute de ces sensations. Donc, si vous avez envie de vous familiariser davantage avec ce qui pourrait se trouver en dessous de cette absence de sensation, il y a une pratique que vous pourrez faire et vous trouvez cela aussi sur Internet. Vous pouvez faire un scan corporel. Ce soir, nous allons pratiquer le scan corporel compatissant, affectueux. Donc, vous pouvez utiliser le body scan qui consiste à scanner son corps. Et je ne sais pas quel est l'état physique de la personne qui nous pose la question, mais la condition physique n'a pas d'importance. On peut même être en fauteuil roulant et faire cette pratique. On traverse, on utilise l'attention sensorielle pour aller pister les sensations qui peuvent exister dans notre corps, par exemple, quand on lève les bras. En ce qui me concerne, quand je lève les bras, j'ai des sensations, par exemple, que j'éprouve dans les bras, dans les muscles de mes bras. Donc, on peut faire des choses très douces et délicates de cette façon-là pour voir si on arrive à localiser les sensations. Vous savez, les sensations,
il n'y a rien de magnifique à leur sujet, à part que les sensations sont comme des indices. En fait, les sensations sont un langage qu'utilise notre corps pour nous parler. Vous savez, si vous vous tapez un orteil contre un bout de meuble, le corps vous montre quoi? Que ça lui a fait mal, que c'est pas quelque chose qui est agréable pour lui. Donc, je ne vous recommande pas de vous infliger de la douleur pour localiser une sensation éventuelle, mais vous pouvez par exemple vous donner des sensations agréables, comme est-ce que vous arrivez à sentir la caresse que vous pouvez appliquer sur votre propre main et observer comment c'est pour vous cela. Je pense que si vous vous mettez à l'écoute, vous allez commencer à avoir des premiers aperçus de sensations que vous avez toujours eues, mais vous n'étiez pas encore entraîné pour les noter, pour les remarquer. Et est-ce que vous recommandez de méditer quotidiennement? Alors, si vous le pouvez, oui, bien sûr. Je veux dire, d'une certaine façon, c'est comme si on demandait au dentiste, est-ce que je dois vraiment me laver les dents tous les jours ou est-ce que je dois vraiment me prendre une douche tous les jours? J'ai une amie très jeune qui a eu un bébé à l'âge de 16 ans et elle m'a dit, attends, mais je dois laver mon bébé tous les jours? Elle n'arrivait pas à y croire qu'elle devait le bébé tous les jours. Donc, c'est la même chose avec la méditation, vous savez, c'est mieux de le faire de temps en temps que pas du tout. Mais même si on ne fait peut-être que 10 minutes, peut-être même que 3 minutes, simplement prendre ce moment de calme et de silence pour soi, même si c'est simplement en buvant son café le matin, un moment où on n'est pas sur son téléphone ou sa tablette ou sur un ordinateur, sur n'importe lequel de ces dispositifs, de ces appareils, simplement dans un silence sans distraction. Même pendant 3 minutes seulement et faire cela tous les jours ou il y a certaines personnes qui mettent un timer mettent une alarme qui s'allume toutes les heures sur leur téléphone et quand cette alarme sonne, pendant 1 minute entière, ils ferment les yeux, ils se détournent des distractions, même s'ils sont en plein travail, ils respirent profondément et ils remarquent: «Tiens, c'est comment pour moi en cet instant?» Donc oui, aussi souvent que possible, simplement parce que c'est comme tout le reste, c'est une aptitude, c'est un savoir-faire, c'est une compétence. Je veux dire, si vous voulez apprendre à faire du piano, eh bien, vous devez idéalement vous entraîner chaque jour pour développer la souplesse de vos doigts, savoir où se trouvent les notes, etc. Donc c'est vraiment apprendre une compétence, apprendre une aptitude. Mais la différence, c'est que cette aptitude peut vous aider à être présent à ce qui arrive dans votre vie, quoi que cela soit, avec un peu plus de calme et de tendresse. Et actuellement, quand nous sommes en pleine pandémie et qu'il y a tellement de chagrin et de colère et de peur et de toutes sortes d'autres choses, c'est une aptitude essentielle. Je pense que c'est une aptitude fondamentale, quelle que soit l'époque, mais en particulier à notre époque. Alors, il y a des questions qui sont arrivées parmi les 120 questions que j'ai reçues avant ce soir. D'accord, méditer une semaine, 5 minutes, 10 minutes, 45 minutes, 1 heure, bon. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que leur mental n'arrête pas de tourner et de tourner, qu'ils ont comme une roue dans la tête qui ne cesse de fonctionner comme un vélo, un petit vélo dans la tête. Alors comment est-ce qu'on peut calmer ces pensées, incessantes? Oui, alors les pensées incessantes auxquelles on n'arrive pas à mettre fin, eh bien c'est en fait, si vous essayez de faire cesser vos pensées, cela ne va qu'empirer et ça, c'est vraiment complètement injuste, vous savez? C'est comme si on il faut avoir la volonté de laisser les pensées continuer à faire ce qu'elles veulent faire pendant qu'on amène son attention ailleurs. Et ça, c'est une capacité magique que nous avons en tant qu'être humain, la capacité de placer notre attention là où nous choisissons de la placer. On ne peut pas faire en sorte qu'elle reste à cet endroit-là, mais on peut s'entraîner à apprendre à placer son attention là où on veut la mettre et la laisser reposer à cet endroit-là pendant de plus en plus longtemps. Je vais utiliser pour cela un exemple personnel. J'ai dû divorcer d'un mari que j'aimais énormément parce qu'il y avait un problème inarrêtable d'addiction
Et un divorce dû à l'addiction est différent d'une séparation due au fait qu'on a chacun pris un autre chemin. Donc, on peut encore beaucoup s'aimer, mais le divorce devient quand même nécessaire. Donc, j'ai divorcé et j'ai développé énormément d'anxiété. J'étais constamment angoissée. J'ai même essayé de prendre des médicaments, pardon, des médicaments, mais ça n'a pas marché pour moi. Donc, en tant qu'enseignante de méditation, je me suis dit, bon, ben là, je suis en train d'être testée. Je suis ici en train de vivre ma propre tendance à la pensée inarrêtable et dans cette énorme anxiété et peur en lien avec ma situation de vie. Alors bien sûr, j'étais déjà enseignante de méditation. Peut-être que je n'attends pas de vous que vous fassiez la même chose, mais peut-être ça va vous inspirer. Ce qui m'arrivait, c'est que je me réveillais après 2 ou 3 heures de sommeil à cause de et je n'arrivais pas à me rendormir à cause de toutes ces pensées dans ma tête et de cette angoisse. Donc je m'asseyais et je méditais et mes pensées, elles faisaient ça. Elles tournaient en rond, in de façon incessante, mais à terme, elles ralentissaient et je mettais mon attention sur ma respiration parce que pour moi, respirer était apaisant. Ce flux et reflux très rythmique comme des ondes, comme des vagues, pardon, dans l'océan. Pour certaines personnes, par exemple, qui ont de l'asthme, peut-être que la respiration pour vous n'est pas quelque chose d'apaisant. Alors dans ce cas-là, concentrez-vous sur les sensations dans votre corps, si vous les sentez, ou les sons autour de vous. Il y a d'autres façons de pratiquer la méditation. Pour moi, je m'asseyais avec ma respiration et ça m'a demandé tellement de patience, mais j'étais motivée parce que je souffrais. Quand on souffre, on est motivé. Le fait d'avoir ces pensées incessantes, c'est pas agréable. En fait, c'est carrément douloureux et pénible. Donc, je vous recommande de la patience, c'est vraiment la vertu que j'ai le moins de plaisir à cultiver. Mais si vous pouvez être patient et rester assis pendant que vos pensées font ce qu'elles font dans ces tours incessants, mais dans l'intervalle, placez votre attention ailleurs. Placez-la sur votre souffle, placez-la sur une musique apaisante. Et si c'est en pleine journée, allez marcher. Faites de la marche en pleine conscience. Vous savez, laissez votre corps déambuler à travers l'espace, sentez le contact entre vos pieds et le sol. Vous pouvez faire une pratique d'amour et de bienveillance pendant votre marche. Vous pouvez dire un mot, par exemple, à chaque pas, comme calme, paix, sûr, sécurité. D'accord? À vous d'utiliser les mots que vous avez envie d'entendre. Au maximum, je dirais 4 mots pour cette pratique. Comme ça, vous le faites sur 4 pas. Thich Nhat Hanh, un enseignant qui a d'ailleurs vécu en France pendant des années au village des Pruniers, à côté de Bordeaux, il disait calme, libération, moment présent, seul moment, ou calme, lâcher. Et cela ne veut dire il n'y a pas d'autre vie. Nous imaginons une vie avant et une vie après, mais dans la réalité, il n'y a que ce souffle-ci, que ce que je vois maintenant, ce que j'entends maintenant, ce pas que je fais maintenant et ce paysage que je traverse maintenant. Donc, si pour vous, il est impossible de rester assis tranquille et silencieux, marchez. Si vous n'arrivez pas à marcher lentement et en pleine conscience, marchez rapidement. Et parfois, ça peut être très utile aussi de faire des exercices aérobiques avant de méditer. Cela vous permettra de consommer toute cette énergie nerveuse. Ça peut aussi vraiment être utile. Merci. Alors, il y a une question dans le chat qui dit la méditation ne sert-elle qu'à nous calmer ou est-ce qu'elle improvise aussi le fonctionnement cognitif cérébral? Alors c'est clair que la méditation, oui, développe et améliore le fonctionnement cérébral. Je dirais que la méditation ouvre des dimensions dans notre conscience dont nous n'étions pas conscients avant. Donc, calmer est un des premiers effets de la méditation, le fait de simplement pouvoir se détendre. Et ça, c'est crucial. Et si vous n'arrivez qu'à ça, c'est déjà ultra bénéfique pour votre système immunitaire, pour tout votre être. Mais si vous continuez et développez un intérêt pour cette approche
explorer cela plus en profondeur, vous remarquerez qu'il y a des synchronicités qui commencent à se produire. Il y a différentes fonctions cognitives qui sont améliorées par la méditation. Au niveau le plus concret, la capacité à se concentrer déjà. Et il n'y a aucune activité que je peux imaginer qu'on ne peut pas améliorer en étant plus présent quand on la pratique. Vous voyez? Il y a des années de cela, le professeur de Harvard, Dan Gilbert, a étudié, je crois, 5000 personnes à qui on leur a donné un moyen de en fait, régulièrement, ils devaient écrire sur leur téléphone ce qu'ils faisaient et comment ils se sentaient. Et ce qu'ils ont découvert suite à cette étude, c'est que ce qui déterminait le sentiment de bien-être, de satisfaction des gens par rapport à leur activité n'était pas vraiment l'activité. En fait, ce qui comptait, c'était pas si la personne était en train de prendre son petit déjeuner, de marcher dans la rue ou de conduire sa voiture. La plus grande satisfaction venait des activités où l'attention était la plus soutenue et où les personnes étaient les plus présentes. Et donc, étant donné que nous sommes ce soir dans un webinaire professionnel, je ne vais pas vous demander à... je vais vous laisser imaginer quelles étaient ces activités qui nous rendent les plus présents, mais ce sont vraiment sur ces activités-là qu'on peut se concentrer. Et c'est Et je crois vraiment que les capacités cognitives, les capacités exécutives, les fonctions exécutives, par exemple, dans le cerveau, sont améliorées. Par exemple, moi, j'ai un trouble de l'attention qui dure depuis le début de ma vie et parfois, je me dis que c'est ça qui m'a fait autant étudier la méditation quand j'étais plus jeune, parce que elle m'a aidé à apaiser l'anxiété qui accompagne les troubles de déficit de l'attention et elle nous aide à nous concentrer. Et donc, si on a cela, le côté positif du trouble de déficit de l'attention, c'est que on peut développer une très forte attention consciente une fois qu'on pratique vraiment la méditation. Et on peut appliquer cette attention, cette capacité d'attention à toutes sortes de domaines. Bien. Alors, il y a une autre question. J'aimerais juste demander aux personnes, s'il vous plaît, de mettre vos questions dans l'onglet questions-réponses. Il y a le deuxième onglet qui est intitulé Q et R, ça veut dire questions-réponses, et à côté, il y a l'onglet discussion. Mais pour nous, c'est beaucoup plus facile si vous mettez vos questions, s'il vous plaît, dans l'onglet questions-réponses. Donc, il y a une autre question au sujet de comment gérer la frustration. Ça, c'est vraiment quelque chose à quoi nous sommes tous confrontés actuellement. Oui, si j'étais avec vous en personne, si je pouvais vous voir, la personne qui a posé cette question, je vous demanderais d'où vient cette question? Quel est votre sujet de frustration spécifique? Mais puisque nous n'avons pas accès l'un à l'autre de cette façon-là actuellement, je dirais que pour la frustration de façon générale, eh bien, c'est la même chose. Il s'agit de sentir le sentiment, de vous laisser avoir ce sentiment, de respirer profondément, de voir si vous pouvez carrément vous détendre dans ce sentiment. C'est un sentiment désagréable. Personne n'a envie de se détendre dans sa frustration. J'ai dû le faire ce matin. Je cherchais mon disque dur que je ne trouvais nulle part pour mon ordinateur. Et j'ai dit à mon mari, à Jack, là, je dois pratiquer ce que j'enseigne en cet instant. Je suis super frustrée. Donc ça, c'est une toute petite frustration. Mais l'énorme frustration liée à la pandémie, liée à l'impossibilité de voir les gens qu'on aime et de faire les choses qu'on aime faire ensemble, je pense que c'est là qu'une pratique d'amour et de bienveillance peut être vraiment utile, s'offrir de la tendresse et de l'amour à soi-même. Le pape a donné un discours, je crois que c'était son premier TED Talk sur la plateforme TED, et c'était vraiment une très très belle conférence. J'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'il a dit. Et là,
Il a dit, il a dit qu'il fallait demander au monde de faire une révolution de tendresse. Il a dit que c'était le genre de révolution qu'il nous fallait voir dans ce monde, la révolution de la tendresse. Si nous étions tendres avec nous-mêmes et avec les autres et avec nos enfants quand nous sommes frustrés, quand ils sont frustrés, imaginez dans quel monde nous vivrions actuellement. Donc je pense que ça apportait de la bienveillance, de la tendresse et vous pouvez apprendre par plein de moyens en ligne la pratique de la bienveillance et de l'amour sur sur mon site internet de Insight LA. Vous pouvez aller sur ce lien, insightla.org. Il sera dans la discussion. Alors, je, vous trouverez des pratiques intitulées Loving Kindness, amour et bienveillance. C'est vraiment la reine de la... En fait, il y a aussi probablement des enseignants francophones qui enseignent cette pratique-là, de la méditation, de l'amour et de la bienveillance, de l'amour et de la bonté. Je pense que c'est une pratique qui nous permet vraiment d'apaiser les sentiments de frustration. Ces enseignements ont été développés il y a presque 2100 ans, 2600 ans par le Bouddha, qui a découvert que cette approche pouvait vraiment aider les personnes à travailler la peur et la colère. Et la frustration est un genre de colère. Donc je recommanderais cette pratique-là. Et je ne sais pas à Florence, mais peut-être que ce serait un bon moment, ce serait le moment maintenant pour faire cette pratique ensemble. En fait, pendant la pandémie, depuis le début de la pandémie, j'enseigne l'amour et la bienveillance envers notre corps parce qu'il est important de booster notre système immunitaire. Et c'est aussi tellement frustrant de ne pas avoir accès à nos expressions physiques habituelles. Et donc, c'est une pratique très simple et j'aimerais vous avertir, elle est tellement simple, cette pratique, que vous allez vous dire qu'elle est ridicule, qu'elle est risible quand nous allons commencer. En tout cas, c'est comme ça que je me suis sentie quand je l'ai apprise. C'était au milieu d'une retraite de méditation très longue et un moine du Sri Lanka est venu et nous a enseigné cette pratique. Et quand il a commencé, je me suis dit, mais attends, il croit quoi? Qu'on est à la maternelle? C'est ce qu'il enseigne me semblait ridiculement simple. Mais en réalité, bon, j'avais rien d'autre à faire, donc j'ai fait ce qu'il a proposé. Et après, je me suis sentie bien. Donc ça, c'est mon souhait pour vous. C'est ce que je vous souhaite. C'est de suspendre votre jugement pendant une dizaine de minutes et tenter la chose avec moi et voir comment vous vous sentirez. Donc cela est différent d'une méditation de pleine conscience parce que ce que vous allez faire, c'est vous concentrer sur la phrase que je dirai. Je vais dire des mots que je vous inviterai à répéter en silence pour vous-même. Et la seule chose que vous aurez à faire, c'est répéter ces mots, écouter ce que vous dites et ensuite nous ferons circuler notre attention dans différentes zones du corps au fur et à mesure. Voilà, je crois que les consignes se limitent à cela. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Et je vais vous guider pas à pas du début à la fin. Donc, j'aimerais vous inviter à fermer les yeux si vous êtes à l'aise de le faire ou à baisser les yeux de façon à ne pas être distrait par l'écran. Et moi aussi, je vais faire cela. Et je vous invite à commencer par inspirer profondément. Puis expirez. Simplement vous détendre. Encore une fois, inspirez. Détendez-vous. Et ensuite, encore une inspiration profonde. Et sur l'expiration, libérez, lâchez toute tension éventuelle restante complètement. Amenez d'abord votre attention à votre tête, à toute la zone de la tête, le cuir chevelu, le visage, les oreilles, la mâchoire. Puisse ma tête être heureuse. Puisse ma tête se détendre et être à l'aise.
Et vous remarquez que ces phrases sont différentes d'affirmations positives. Ce sont des aspirations qui ressemblent plus à des prières. Nous nous ouvrons à nous sentir ainsi. Et avec chaque phrase, nous plantons cette graine d'intention, de détente, d'appréciation, d'amour et de plus de tendresse envers le corps. Donc, je répète, et vous pouvez répéter après moi dans votre tête, puisse ma tête être heureuse, puisse ma tête se détendre et être à l'aise. Ensuite, déplacez votre attention et amenez-la sur le cou, la nuque, le cou, les deux côtés du cou, la gorge. Puisse mon cou être heureux. Et déplacez votre attention maintenant jusqu'à vos épaules, dans lesquelles nous stockons énormément de tension. Vous pouvez par exemple soulever vos épaules jusqu'aux oreilles puis les laisser tomber. Puissent mes épaules se détendre et être à l'aise. Et ensuite, amenez votre attention des épaules jusqu'au haut des bras, puis le coude, les avant-bras, les poignets. Puissent mes bras être heureux. Puissent mes bras se détendre et être à l'aise et être heureux. Amenez maintenant votre attention à vos mains. Puissent mes mains être heureuses. Sentez le dos de vos mains, les paumes de vos mains, les doigts, le pouce. Puissent mes mains se détendre et être à l'aise. Et maintenant, amenez votre attention sur le devant du corps. Sentez tout l'avant du corps en prêtant particulièrement attention à la poitrine, la peau, les muscles, le cœur, les poumons. Puisse ma poitrine être heureuse. Puisse ma poitrine être ouverte et à l'aise. Et maintenant, amenez votre attention dans le ventre, le diaphragme, le ventre, le bas de l'abdomen, toute cette zone liée aux organes de digestion et de reproduction à l'intérieur. Puisse mon ventre, mon abdomen se détendre et être heureux. Et maintenant, déplacez votre attention de l'avant du corps à l'arrière du corps. Le haut du dos, les omoplates. Puisse le haut de mon dos se détendre et être à l'aise.
Et ensuite, le long de la colonne vertébrale, milieu du dos, bas du dos, creux des reins, puisse tout mon dos être heureux. Et en particulier le bas de mon dos, une autre zone qui contient et soutient parfois beaucoup de tension. Puisse le bas de mon dos se détendre et être à l'aise. Puisse toute ma colonne être heureuse et en bonne santé et bien. Et si nous traversons une partie du corps qui est douloureuse pour vous et blessée, et ce n'est pas vraiment possible pour vous de qu'elle se sente heureuse ou bien, eh bien, demandez simplement d'être un petit peu libéré de la douleur en acceptant cette limitation avec grâce. Et maintenant, amenez votre attention à vos fesses, à votre derrière, là où vous êtes assis, ce siège-là de conscience. Puissent mes fesses se détendre et être heureuses. Incluez les parties génitales. Puissent mes parties génitales être en paix et satisfaites. Maintenant, amenez votre attention dans les hanches. Puissent mes hanches se détendre et être à l'aise, libérées de jugement. Puissent mes hanches être heureuses. Et maintenant, déplacez votre attention sur vos cuisses, toute cette zone des cuisses, le fémur, le quadriceps, la peau, les muscles. Puissent mes cuisses être libérées de jugement, puissent-elles être heureuses et à l'aise. Puis, allez jusqu'à cette articulation compliquée des genoux. Puissent mes genoux être heureux et solides et forts. Ensuite, le bas des jambes, le tibia, le mollet, la cheville. Puisse le bas de mes jambes être heureux. Et maintenant, amenez votre attention à vos pieds. Soyez reconnaissants envers vos pieds, nos pieds qui nous amènent partout où nous voulons aller. Appréciez-les, remarquez la plante des pieds, le dessus des pieds, le cou du pied, les orteils, la voûte plantaire, le talon. Puissent mes pieds être heureux. Puissent mes pieds se détendre et être à l'aise.
Et maintenant, amenez votre attention à votre corps tout entier. Puisse mon corps entier se détendre et être heureux. Puisse tout mon corps sentir l'appréciation et la gratitude que j'ai d'être dans ce corps, d'être vivant, d'être vivante, d'être en bonne santé ou en suffisamment bonne santé pour être ici ensemble ce soir. Appréciez la nature vivante du corps et son degré de vitalité, la beauté et l'intelligence de la nature, la vie sous la forme de ce corps-ci. Et intégrez un sentiment de votre propre bonté, de votre beauté en tant qu'être humain, de combien ce corps humain est précieux. Apporter du courage et de la présence à cette vie incarnée que, un par un, et tous et toutes ensemble, nous partageons et nous avons en commun. Ding! C'était le gong. Vous pouvez doucement rouvrir les yeux. Merci. C'était magnifique. Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir à pratiquer cette méditation pendant toute cette année de pandémie, parce que, en particulier au début, quand on ne savait presque rien au sujet du virus et de ce qui pourrait nous protéger, et avec cette longueur, le temps que ça dure, qui aurait cru que ça durerait aussi longtemps? Et il y a toute cette frustration qui s'accumule chez les gens, qui s'accumule en nous, et simplement pouvoir apprécier le simple fait que notre corps est vivant et que nous sommes vivants dans ce corps. C'est important. Bien, merci. Alors, il nous reste peut-être une dizaine de minutes encore. Nous avons certaines questions qui ont été posées dans l'onglet questions-réponses. Y a-t-il une posture plus efficace qu'une autre pour méditer? Eh bien, le fait d'être assis bien droit est plus efficace qu'être allongé, parce que nous sommes très conditionnés à nous endormir quand nous sommes allongés. Il y a quelques années de cela, je me suis cassé le dos, j'ai dû méditer allongé. Et c'était difficile d'apprendre à vraiment être présent dans cette position-là. Si vous avez un problème de dos ou si pour une raison ou une autre, vous devez vous allonger à cause d'une maladie, eh bien, imaginez maintenant que je sois allongé. Et quand je m'allonge et que je médite, je garde un coude en haut. Donc, ma main droite est le sol. Et donc, je pose mon coude sur l'endroit où je suis allongé. Le sol, le matelas, le divan, peu importe. Et de cette façon-là, si je commence à m'endormir, mon bras, il va faire ça. Et après, je me réveillerai, je saurai que je viens de m'endormir. Donc ça peut être utile. Mais en général, la position assise est la meilleure. Alors bien sûr, si vous êtes ultra souple, vous pouvez prendre la posture du lotus complet. Je pense que moi, depuis l'âge de 5 ans, je n'y arrive plus. Donc voilà, si vous voulez croiser les jambes, vous pouvez, mais franchement, vous ne serez pas plus éveillé ou plus illuminé si vous arrivez à croiser vos jambes d'une certaine façon plutôt que d'être assis sur une chaise. Ce qui est important, il y a eu une étude menée à l'université de Harvard qui a montré que la qualité de présence qu'on apporte à l'activité est ce qui compte le plus, comme je vous l'ai expliqué avant. Donc, je vous dirais, quelle que soit la posture qui vous aide à vous détendre et à être calme et paisible, c'est la meilleure posture pour vous, la meilleure position.
Et pour moi maintenant, depuis cette blessure au dos que j'ai eue, je ne peux plus m'asseoir, les jambes croisées, par terre sans avoir quelque chose derrière mon dos. Je ne peux plus m'asseoir sur les genoux non plus. J'ai 75 ans, c'est la vie, hein. On a les articulations qui sont plus aussi souples qu'avant. Donc, ce qui est le plus important, c'est la qualité de présence que vous avez et le degré d'intérêt que vous avez pour vous et pour votre activité. Et c'est comme ça que vous serez le plus présent. Et je sais que vous en avez peut-être marre de la situation actuelle et que vous vivez beaucoup de solitude, mais sincèrement, intéressez-vous autant que possible à vous. Et cela va aussi s'exprimer par votre posture. Et je peux vous dire que dans des retraites de méditation en personne, je peux voir à travers la position de la personne quel est son degré de présence. Vous savez, on a des sonars les uns pour les autres. On arrive à percevoir ce genre de choses, que nous le sachions ou pas. I have a question Bien, for j'ai une Yolande. question Is de la part how de can I Yolande support qui nous my son dit have his comment est-ce que how can I help je my peux son? He's aider mon 13 years fils. old, Il he's a 13 ans, il nonverbal, ne parle pas, il est disabled. handicapé. How can I Comment est-ce help him que do je peux his l'aider à meditation faire cette practice? pratique de méditation? Avez-vous des recommandations? Eh bien, si il a 13 ans et s'il ne parle pas, pour moi, cela signifie aussi qu'il a des limitations cognitives et peut-être un retard de développement dans ce domaine-là. Et si c'est le cas, ce qu'il s'agit de faire avec lui, c'est de faire de petits jeux. Ne tentez pas de le faire fermer les yeux, avoir de l'attention, être attentif, se mettre dans une position spéciale. Les enfants n'ont pas envie de faire ça. Et ce ne serait pas juste d'ailleurs de les faire ça. Donc je ne sais pas si on peut traduire cela en... Je ne sais pas si ce livre a été traduit en français, mais il y a un livre intitulé The Mindful Child, qui est un un livre magnifique, hein. Et il y a un autre livre intitulé Mindful Games. Je ne sais pas s'ils ont été traduits en français, mais moi, je les ai utilisés, par exemple, quand j'ai enseigné à des enfants réfugiés au Soudan. On nous a invités à venir mettre en place un programme préscolaire pour les camps de réfugiés dans ces endroits-là. Et j'ai utilisé très souvent ces jeux pour travailler avec les jeunes enseignants, pour leur apprendre à utiliser ces jeux qu'ils utiliseraient plus tard avec leurs élèves. Donc je dirais que toute activité ludique, tout jeu qui pourrait intéresser votre enfant est important. N'oubliez pas que vous tentez pas de l'aider à calmer son mental, mais de l'aider à être le plus présent possible à son activité, à ce qu'il fait et à savourer la vie, parce que cela est notre droit de naissance en tant qu'humain. C'est pour ça que nous faisons ces pratiques. C'est pour pouvoir pleinement savourer et apprécier cette vie qui nous a été offerte. Et lui, on lui a donné une vie difficile. C'est ça qu'il a reçu, une vie difficile. Donc ces jeux, cet aspect ludique, ces jeux que vous pourrez pratiquer avec lui, c'est la meilleure façon dont vous pourrez l'aider à être plus conscient, plus en pleine conscience, parce qu'il va naturellement avoir envie d'y Another participer. question about Merci. frustration Une and autre question au and sujet exhaustiveness. I don't know if de say la, it like that. de la Exhaustion. frustration et de l'épuisement. Oui, l'épuisement. I'm alone. It's Alors, c'est frustrating. I Françoise only qui nous know I've been dit, alone for je 9 suis years. seule depuis I've des had to années, work on my je suis sur awareness. mon chemin I've d'éveil, gently j'ai opéré de lost, grands and now I'm changements still et aujourd'hui very, je very suis lonely. encore très I seule need et le silence in silence my c'est ma life. vie. I do some Je sports, fais du but sport I devant un can't do it écran, mais je n'y anymore, arrive and plus. don't want to be Je to n'ai même plus stay envie on de this rester sur earth. I'm Terre so, et how do you say, je I suis can't trop... Je n'arrive pas à live créer with de lien avec les people, gens. and Voilà. yeah. Eh bien, alors, votre... En fait, là, vous remettez en question le sens de votre vie, Françoise, actuellement. Et cela, c'est une question d'une très grande profondeur que vous avez. Et c'est une très belle question à se poser. Et quand vous vous sentez isolé, et je comprends que être seul, c'est quelque chose que vous savez comment faire. Vous avez beaucoup pratiqué ça dans votre vie, mais être seul en étant coupé des liens qu'on chérit et en étant coupé des contacts physiques avec ceux qu'on aime, que ce soit des personnes ou des activités, c'est vraiment super dur, c'est vraiment dur. Donc, je pense que
c'est comme une sorte de désespoir dans lequel vous êtes. Peut-être qu'il ne dure qu'un moment, mais il est très réel quand vous y êtes dans ce désespoir. Et la meilleure chose à faire, c'est si vous trouvez un moyen de faire quelque chose de gentil pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si j'ai dans mon stéréotype, toutes les Françaises savent très bien s'habiller et très bien cuisiner. Je ne sais pas si vous savez cuisiner, mais si vous savez cuisiner, alors vous pourriez imaginer cuisiner quelque chose pour un voisin ou une voisine et surprendre cette personne. Vous pourrez transformer ça en jeu et ne pas dire à la personne que c'est vous qui avez préparé ce délicieux repas pour cette personne. Donc c'est un exemple un petit peu bébête, mais en fait, pendant cette pandémie, nous avons par exemple besoin de bénévoles sur les sites de vaccination et c'est comme ça que ma fille, qui n'a que 53 ans, n'a pas le droit à être vaccinée, mais elle s'est portée volontaire pour être bénévole dans un centre de vaccination. Et elle doit faire un grand trajet pour y aller et en revenir. C'est assez loin de chez elle, mais voyez, trouvez quelque chose à faire qui vous fait vous sortir de vous-même. Et je ne dis pas cela parce que je pense que vous n'êtes, parce que je pense que vous êtes égoïste ou que vous manquez de gentillesse. Pas du tout. Je vous dis cela parce que c'est une méthode qui a été prouvée comme une façon d'élever une psyché épuisée, lasse et qui ne voit plus d'espoir, qui ne voit plus la lumière au fond du tunnel. J'imagine qu'en français, vous dites aussi ça. Donc, même, je sais que dans les réunions des 12 des processus en 12 étapes, comme les alcooliques anonymes, par exemple, dans ces réunions, quand on y va la première fois, ce qu'on apprend à faire, et je suis allée d'ailleurs participer à ces réunions pendant des années. euh, En fait, on apprend au départ à disposer les chaises et ensuite on apprend à faire le café pour les gens. Donc on apprend des formes très très simples de service parce que cette sagesse-là est la sagesse donc cette sagesse concrète, pratique, cette sagesse de l'expérience, c'est que quand on fait ces choses-là bien, cela aide les autres gens à se sentir mieux avec eux-mêmes. Donc voilà, c'est une réponse très traditionnelle, mais c'est ma réponse. Et la façon dont j'intègre cela aux pratiques que je propose, c'est que pour moi, c'est une expression de bienveillance, de bonté, d'amour et de compassion. C'est on appelle ça le Brahma Vihar, c'est-à-dire l'endroit de repos du divin. Et vous savez cela, vous savez le faire. Nous pouvons entraîner notre cœur à passer de plus en plus de temps dans ces endroits d'amour et de service plutôt que d'être dans l'anxiété, la dépression et l'inquiétude. Donc, vous savez comment le faire d'après votre pratique. Et plutôt que de simplement méditer et pratiquer la compassion, je vous encourage à trouver des moyens simples d'être dans la bonté envers les gens. Je ne sais pas, promener le chien d'un voisin ou d'une voisine. Donc, je ne sais pas ce qui peut marcher pour vous. Vous le savez. Et je vous souhaite vraiment, vraiment le meilleur et je vous souhaite de retrouver votre What is joie. Al-Anon? How do you say? Alors, vous avez parlé de ces réunions. Alors, il y a, oui, les alcooliques anonymes, mais les réunions auxquelles j'allais, c'était al.anon. Et je sais que ça existe aussi en France parce que j'ai participé aussi en France par le passé quand je rendais visite à mes parents qui ont vécu en France pendant genre 40 ans. Alors, Al, donc A-L, trait d'union, ensuite A-N-O-N. Et en fait, c'est une organisation qui soutient les amis et les parents, donc les membres de la parenté de personnes qui sont euh, dans des addictions. Donc, ces personnes qui sont par exemple alcooliques ont des programmes pour développer la sobriété, mais les membres de leur famille et leurs amis ont aussi besoin de soutien parce que ces personnes se retrouvent prises dans des systèmes de déni. Enfin, voilà, inévitablement, la personne se retrouve liée à l'addiction de la personne parce que on vit avec la personne, on l'aime, on tient à elle, etc. Donc, AL, trait d'union, Anon, c'est un programme qui nous aide à être dans la compassion plutôt que
de se perdre dans sa colère et sa frustration. Et ça nous aide aussi à revenir à soi et arrêter de se concentrer autant sur l'autre personne et son comportement négatif. On apprend à totalement se concentrer sur soi et apprendre à travailler sur sa réactivité et comment renforcer son propre cœur et sa propre lumière. Voilà, merci. Bien, donc il est déjà 21h20. Ah non! Et si waouh, c'était tellement chouette de faire ça ensemble. Oui, moi aussi, j'ai eu énormément de plaisir. Je crois que d'après les commentaires dans la discussion, les gens ont eu un énorme plaisir à méditer avec vous. Et voilà, j'aimerais juste rappeler aux personnes qui nous écoutent que nous avons cette offre très spéciale qui inclut toutes les conférences, toutes les présentations, tous les enseignements du congrès de décembre, y compris les bonus. Ce congrès donc qui portait sur la pleine conscience et la méditation. Et il y a énormément de méditations différentes qui sont proposées. Il y a les vôtres, Trudy, il y a celle de votre époux, Jack. Il y en a une qui m'a fait pleurer. C'était cette méditation pour le monde entier. J'ai pleuré à l'écran pendant le congrès. Il y a aussi Christine Neff avec sa méditation de la compassion, d'autocompassion, pardon, et Martine Elward. Enfin, il y a vraiment énormément de très bons, de magnifiques enseignants de méditation, des personnes très inspirantes. Donc, vous pouvez vraiment profiter du pack entier pour seulement 50 €. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Donc, j'aimerais vous rappeler aussi qu'en avril, nous avons notre prochain sommet sur le trauma, l'attachement et la résilience, avec notamment Dick Schwartz, avec Stephen Porges, avec Bob Schwartz, avec David Treleaven. Enfin, il y en a tellement. Beaucoup de grands spécialistes du traumatisme. Janina Fischer aussi, de grands experts du trauma et du traumatisme. Voilà. Donc, peut-être que nous pouvons répondre à une dernière question. Alors, elle est en lien avec le traumatisme. Ça pourrait être une sorte d'introduction à notre prochain sommet. Françoise dit, j'ai fait beaucoup de travail sur moi pour éliminer mes traumatismes, mais j'ai encore la croyance que j'ai encore ces traumatismes. Alors, excusez-moi, en fait, mon attention a été distraite. Je lisais les commentaires dans le chat. Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me redire la question? Pas de problème. Vous pouvez quand même lire ce... En fait, je vous comprends. C'est pour ça que j'essaye de ne pas regarder ce qui se passe à l'écran, parce que chaque fois qu'il y a une discussion qui apparaît, j'ai envie de lire, mais voilà, il faut que je reste concentrée. Et en fait, on a envie d'entrer dans cette discussion et d'échanger. Oui, et j'aimerais voir aussi ce que disent les gens. Ouais, en fait, je suis super heureuse de voir que les gens, très souvent, écrivent toutes sortes de choses magnifiques dans le chat, dans la discussion. Donc, c'était Françoise qui nous disait, j'ai beaucoup travaillé sur mes traumatismes, mais j'ai encore la croyance que le traumatisme est encore là. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors, quelqu'un répond: «Arrêtez d'y penser». Alors, j'ai l'impression que si on dit: «Arrêtez d'y penser», je suis pas sûre que ça marche. Non, en effet, ça peut pas marcher. Ce serait super si ça marchait, mais en réalité, ça marche pas vraiment de se dire simplement qu'on va arrêter de penser. Alors voici ce que je vous dirais, Françoise. Vous savez, je pense que quand nous avons vécu un grand traumatisme dans notre vie, eh bien, on ne peut pas effacer le passé, n'est-ce pas? Donc ce traumatisme, il est là. Mais ce qui change, c'est quel rapport on va avoir avec ce traumatisme. Et je suis sûre que si nous parlions et que si je vous demandais, êtes-vous la même personne avec votre traumatisme aujourd'hui que la personne que vous étiez il y a quelques années, vous devrez admettre que, en fait, votre rapport à votre traumatisme a changé au fil des années. Et par ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait du travail somatique parce que la thérapie par la parole n'a pas un très grand effet sur le traumatisme. Je sais que pour mon traumatisme à moi, j'ai dû pratiquer l'EMDR et j'ai aussi utilisé le tapping. Donc, vous pouvez utiliser quand on stimule de façon bilatérale le corps, cela calme le système nerveux. Donc, vous pouvez stimuler, tapoter vos cuisses avec vos mains de façon régulière et méditer et vous sentirez que cela fait venir un sentiment subtil de détente.
Donc je vous recommanderais d'utiliser une thérapie, de type corporel, de type somatique. Par exemple, le MDR, si vous ne le faites pas déjà, parce qu'en fait, qui c'est le corps qui garde les traces. Il y a un superbe livre, par Bessel van de un livre, pardon, de Bessel van de Kolk qui parle de la façon dont le corps enregistre tout ce qui lui est arrivé et je connais son auteur, donc Bessel van de Kolk, et j'ai eu le privilège de travailler avec lui sur mon traumatisme. Et maintenant, j'arrive à me souvenir de cet événement avec tous ces détails terribles, sans émotion. Ce n'est plus qu'un souvenir. Ce souvenir n'est c'est plus qu'un souvenir, c'est plus qu'un souvenir, mais il n'y a plus de charge émotionnelle. Et donc cela est possible pour vous. Et je vous souhaite bonne chance. Thank you. And Bessel will also be Merci. in Et our nous aurons next aussi Bessel van der session. Kolk dans Not notre not a prochain speaker because, sommet, but pas en it's a personne, recorded mais conversation une with him. interview enregistrée avec I'd lui. recommend Alors, je something recommande just vraiment because son livre. it's been En effet, son translated livre in existe en French too. français So, au sujet okay. du What's corps. Quel est son the titre en français? Le corps, le le corps corps n'oublie n'oublie rien. rien. Body never forgets anything. Ouais. En anglais, c'est quelque chose comme le corps garde les scores, tient le score. Alors, est-ce qu'on pourrait terminer avec une pratique très douce que j'aimerais offrir à tout le monde? Ah oui. Alors, si vous pouvez mettre aussi les références du livre, s'il vous plaît, dans la discussion. Oui, alors je sais qu'on dépasse un petit peu l'heure prévue et c'est un peu tard chez vous, mais ça ne va prendre que quelques minutes et j'aimerais vraiment euh, vous quitter de cette façon-là. D'accord? Alors, une fois encore, je vous invite à fermer les yeux parce que là, on va entrer dans quelque chose qui va faire appel à l'imagination, à la visualisation. C'est plutôt une contemplation qu'une méditation, je dirais. Donc, fermez les yeux si vous le pouvez et je vous invite à penser à une personne dans votre vie. Ça peut être quelqu'un qui est maintenant concrètement dans votre vie ou quelqu'un qui est décédé, qui était dans votre vie, mais qui est maintenant disparu. Ça peut être votre animal de compagnie ou un enfant. Mais choisissez une personne qui est heureuse de vous voir heureuse. C'est-à-dire, quand vous souriez, cette personne est heureuse que vous souriez. Et quand quelque chose de bien vous arrive, cette personne est heureuse pour vous. Donc, imaginez cette personne dans un demi-cercle devant vous. Donc, pardon, faites un cercle autour de vous et imaginez que cette personne est à l'intérieur de ce cercle en face de vous. La relation n'a pas besoin d'être parfaite, sinon il n'y aura personne dans votre cercle. Moi, je mets toujours mes parents, même si cela fait très longtemps qu'ils sont morts. Mais vous savez, les relations, c'est compliqué. Mais disons que, au fond, ils étaient heureux quand j'étais heureuse, et ça me manque. Et ensuite, imaginez que chacune de ces personnes vous regarde avec des yeux empreints de tendresse, de chaleur, de gentillesse, d'amour. Et un après l'autre, regardez ces personnes dans les yeux et recevez la chaleur qui est dans leurs yeux, leur affection pour vous. Et remarquez comment c'est de laisser entrer en vous cela, de vous ouvrir à ces sentiments. Remarquez comment c'est de recevoir cette énergie d'appréciation partagée pour vous. Et ensuite, un après l'autre, parce qu'on arrive à la fin de notre temps imparti, vous pourriez passer encore plus de temps avec ces personnes si ce n'était pas le cas, mais juste pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter maintenant et l'une après l'autre,
prenez ces personnes dans vos bras si cela est indiqué. Il n'y a pas de virus dans notre imagination ou si ce n'est pas approprié, vous pouvez peut-être vous incliner devant certaines de ces personnes et laisser chacune de ces personnes dans votre cercle se dissoudre et se fondre dans votre cœur. C'est plus facile à faire si vous les prenez dans vos bras. Ils vont simplement se fondre dans votre cœur. Chacune de ces personnes fait partie de vous et vous pouvez vous reposer sur leur soutien, vous inspirer de leur soutien quand vous vous sentez seul ou désespéré. Et ensuite, quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, ding, ouvrez les yeux. Ça me fait pleurer, oui, je sais. Oui, je suis désolée, Florence. J'aime bien prendre plus de temps avec cette pratique, donc je vous encourage toutes et tous à prendre votre temps de faire cela un peu plus longtemps pour vous. Donc ça, ce n'est pas la méditation classique d'amour et de compassion qu'on entend, dont on entend parler, mais moi, je l'adore et je trouve qu'elle est vraiment très, très utile. Donc merci à tout le monde, merci de m'avoir invité. Un très grand merci, c'était une grande joie pour moi. J'espère vous voir peut-être dans la vie réelle, dans la vraie vie. Un très grand merci d'avoir été avec nous et passez une belle journée, une belle après-midi. Oui, passez-vous une belle soirée. Merci à vous tous et à vous toutes. Au revoir. Merci beaucoup, alors. Je suis sûre que c'était super. Merci bien et je te libère. Bonne soirée et à très très bientôt. Merci.